Bonsoir à tous, bonsoir Gabriel. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 19 février. Les municipales sont dans un mois. Ce matin, Pierre Cohen et Antoine Maurice étaient sur le marché d'Ampalo. Les agriculteurs dans le flou après le rejet de la proposition de loi visant à interdire la mise en culture de maïs OGM. Et puis enfin, nous reviendrons sur les violents événements intervenus cette nuit à Kiev avec M. Henri Châtaignier, président de l'association Yaroslavna. Pardon, c'est pas facile à dire. Bonsoir. Bonsoir. Mais tout d'abord, la péniche Le Tenace devait sortir de l'eau aujourd'hui, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, Gabriel. Et oui, Jérôme, les opérations ont commencé tôt ce matin, elles se sont poursuivies toute la journée et ne sont toujours pas terminées à l'heure où je vous parle. En effet, un hublot récalcitrant a rendu le pompage de la péniche difficile. Elle est donc toujours à l'eau. Les explications sur le déroulé de la journée avec Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. Objectif, refaire flotter le Tenace. Et comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche? On a mis en place dans le bateau 8 pompes, donc de façon à pomper l'eau qu'il y a dans le bateau. Donc 4 pompes qui font à peu près 350 mètres cubes, une pompe de 80 mètres cubes et d'autres petites pompes de 50. Voilà, tout ça va permettre, si vous voulez, d'enlever l'eau du bateau et grâce aux moyens de levage, de permettre à la péniche de sortir de l'eau et de retrouver sa flottabilité. On a sanglé le bateau comme on sanglerait un cheval, le tout accroché à 2 gigantesques grues. Le Tenace est depuis le 22 décembre dernier en partie dans l'eau, mais pourquoi donc avoir attendu si longtemps pour le remettre à flot? On n'a pas attendu longtemps en fait. On a eu un problème avec la crue de la Garonne, comme vous avez pu le voir, qui nous a empêché de faire l'opération plus tôt. Voilà. Beaucoup de badauds pour voir ce bateau, mais cet après-midi, on avait beau pomper, l'eau rentrait par un hublot qui cédait sous la pression. Bref, le Tenace risque d'être renommé le Coriace. Suite des aventures demain. Opération tractage ce matin pour les militants toulousains. Une étape incontournable à un mois du premier tour. Pierre Cohen est venu saluer les habitués du marché d'Ampalo avant d'enchaîner sur celui de Bagatelle. D'autres formations étaient également présentes ce matin sur ce marché comme Europe Écologie Les Verts. Marie Larpan. Dans les allées du marché, la distribution de tracts va bon train. Les militants sont presque aussi nombreux que les clients et l'équipe du Parti socialiste attend son candidat. C'est à la fois dialoguer, c'est-à-dire dans le cadre là du candidat qui a non seulement un bilan mais qui a aussi des propositions, qui a un projet, être auprès des militants puisqu'on a quand même de nombreux militants qui depuis 5 mois font du porte-à-porte, distribuent le journal. C'est quelque chose qui me semble nécessaire pour les encourager, les dynamiser, les mobiliser, mais je n'ai pas trop besoin de le faire parce qu'ils le font déjà. Indispensable, la visite des marchés elle est également pour Antoine Maurice, tête de liste Toulouse Vert demain. C'est essentiel, c'est-à-dire qu'aller à la rencontre des Toulousains, c'est d'ailleurs notre sens de la campagne, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris nous un local spécifique de campagne parce que ça ne nous paraissait pas prioritaire. Nous on a mis plutôt des moyens pour aller dans les quartiers, pour aller à la rencontre des habitants parce que c'est aussi notre manière de construire la ville de demain. On a co-construit notre projet et demain on veut co-construire avec les Toulousains pour la mise en œuvre de nos politiques. Tandis que les deux concurrents jouent le jeu de la campagne et font bonne figure, les électeurs potentiels sont plus mitigés face à tous ces tracts. Oh, j'en ai 2 ou 3, oui, je les mets à la poche, je fais conserve, je fais la collection. Vous les lisez? Non. Non? Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours voté à gauche et je continuerai. Je ne changerai pas. Je ne suis pas comme la chanson à Butron, je ne vais pas changer ma veste. Il y a un petit peu de changement. Parce que vraiment, c'est malheureux à dire. Moi, ça fait 40 ans que j'habite en Palo. C'est bien beau de démonter les immeubles comme ils ont fait. Mais comment ils vont faire pour les reloger certaines personnes? Je trouve qu'il a fait beaucoup de choses, qu'elle est l'air sympa. Je ne l'ai jamais reconnu comme ça, mais je le vois à la télé. Moi, je vote pas. Déjà, je suis en train de lire, ouais. C'est une bonne chose, ouais. Ouais. Comme ça, il peut parler avec les gens et tout. Au moins, il nous dit ce qu'il va faire. C'est bien qu'il montre qu'il s'intéresse aux gens, quoi. Il ne faut pas toujours attendre le bulletin qui va dans la boîte. Il faut aussi être près des habitants, justement de ceux qui mettent le bulletin. Entre méfiance, certitude et abstention, les candidats auront-ils récolté des voix ce matin à Ampalo? Réponse dans un peu plus d'un mois.
Et ce soir sur TLT, on entre de plein pied dans la campagne municipale avec les premiers débats électoraux. À 21h, vous pourrez donc suivre celui concernant la ville de Rodez, fiscalité locale, emploi ou encore transport. Tels sont quelques-uns des thèmes abordés. En voici un extrait. C'est un débat qu'on voit dans la presse locale actuellement entre le Parti socialiste et l'UMP sur les questions de dette de la ville. La ville n'est pas endettée. Par contre, ce que moi je note, je suis pas un spécialiste de cette fiscalité-là, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des budgets qui normalement ne sont pas transférables d'un bord à l'autre et que certains transfèrent pour créer ou diminuer une dette. La taxe d'habitation n'a pas augmenté. Faux. Oui, mais vous cumulez. C'est faux. Cumulez. La taxe d'habitation, c'est vrai. La taxe d'habitation a augmenté. Chacun peut le consulter sur le site de la mairie. Oui, mais le site de la mairie, on dit ce qu'on veut dessus. Voilà. Je suis désolée. Voilà. Et on ment aux Ruthénois. Et les Ruthénois ont le droit d'avoir la vérité. Exactement. Je suis désolée. Je peux même vous montrer une courbe qui parle toute seule. Les chiffres sont clairs. Voilà. Les chiffres de la taxe d'habitation, c'est très simple. Et mes deux adversaires de droite, et pardonnez-moi, M. Dallène, mais d'extrême droite, ou si vous préférez de nouvelle extrême droite. Non, je refute cette accusation, c'est pas vrai. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le prouver. Enfin, moi, en tout cas, j'assume ma position politique. Je suis membre d'un parti politique, je suis membre du Front de gauche, et voilà, même si notre liste est rejointe par des Ruthénois non encartés, mais qui partagent nos valeurs. Je vois que vous dressez de façon un portrait dramatique, voire catastrophique de la ville, pour se présenter ensuite en sauveur. Parlons plutôt justement des projets. Et demain, vous pourrez suivre le débat concernant Montauban. Il sera diffusé à 13h. Et à 21h, parlons à présent de l'Ukraine. Rappel des faits, hier soir, de violents affrontements ont eu lieu dans le centre de Kiev, place Maïdan, entre opposants au régime et forces de l'ordre. Bilan, au moins 26 morts, 241 blessés hospitalisés, dont 79 policiers et 5 journalistes. Et la situation était encore très tendue. Aujourd'hui, les manifestants se sont notamment emparés de bâtiments publics et d'un dépôt d'armes. Le président ukrainien Viktor Yanukovych accuse les leaders de l'opposition d'avoir, je cite, franchi les limites en appelant, selon lui, à la lutte armée. Pour prendre le pouvoir, vous le voyez, chacun se renvoie à la faute. Pour la Russie, ce regain de violence est à attribuer à la politique des Occidentaux. François Hollande a quant à lui déclaré « Il se produit en Ukraine des actes inqualifiables, inadmissibles, intolérables ». Paris et Berlin envisagent des sanctions. Monsieur Châtaignier, vous êtes président de l'association Yaroslavna, une association d'amitié franco-ukrainienne. C'est terrible ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je crois que vous avez de la famille là-bas. Oui, effectivement. J'ai ma fille ce matin qui travaille depuis quelque temps à Kiev. Mon épouse est originaire de Kiev. Depuis longtemps, elle est à Toulouse. Et donc, on suit ces événements avec angoisse. Et nous sommes bouleversés, évidemment, parce que les morts ukrainiens, comme tous, et tout le sentiment qu'il y a en Ukraine aussi, quand un Ukrainien, on ne peut pas tuer un Ukrainien. Voilà, c'est ce qui ressort de tout ce que nous avons appris là. Et ma fille donc est là-bas et bon, elle a passé une nuit, elle nous disait, dans le bruit des bombes lacrymogènes, des tirs même, et puis aussi les manifestants qui lancent des fusées d'artifice aussi sur la police, voilà. Yaroslavna, en passant, je dis, c'est notre association, elle a été créée pour soutenir aussi le jumelage de Kiev, et Yaroslavna, c'est le patronyme d'une princesse de Kiev qui a été reine de France dans des temps lointains. Alors c'est pour ça que nous avons pris ce nom. Notre association existe depuis pratiquement la fin de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Ukraine. Alors justement, Monsieur Châtaignier, l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie, l'Ukraine, elle a toujours entretenu des relations un peu ambiguës avec ce pays, tantôt fraternel, tantôt ennemi. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui Poutine attise les braises en Ukraine? Je ne pense pas qu'il attise les braises, mais il y a une situation de fait, c'est-à-dire que l'Ukraine est dépendante au point de vue économique, elle est très dépendante de la Russie, et depuis la fin de l'Union soviétique, il n'y a eu aucune tentative concrète d'atténuer cette dépendance au niveau des gouvernements qui se sont succédés. Et donc, par exemple, pour le gaz, s'ils coupent le gaz, dans la mesure où ils ne le payeraient pas, vous savez, les pipelines, les gazoducs qui vont aller en Europe,
passe par l'Ukraine et donc il est facile, il y a déjà des crises, de couper le gaz pour les Ukrainiens. Et comme tout dépend du gaz au point de vue énergie, au point de vue des usines, au point de vue du chauffage des maisons aussi, parce que là-bas c'est tout un chauffage urbain. Voilà, c'est un exemple. Après, il y a quand même une certaine osmose aussi entre les économies, les oligarques qui ont pris le pouvoir, parce que sur les ruines de l'Union soviétique qui se sont servis, ils ont des relations très fortes avec les oligarques russes, avec l'économie. Alors aussi, il y a le fait que l'Ukraine, il y a quand même eu toujours, notamment dans la partie centrale et la partie est de l'Ukraine, quand même pas une domination, mais une habitude quand même que les Russes soient beaucoup plus nombreux et que les familles soient les familles mixtes ukrainiennes, comme des Ukrainiens aussi ont beaucoup vécu et encore en Russie et à l'époque de l'Union soviétique. Vous savez, Khrouchtchev par exemple, il était ukrainien. Vous voyez. Quelle est aujourd'hui l'influence de Poutine sur l'Ukraine? L'influence de Poutine, on peut pas, enfin, au travers de Yanoukevitch peut-être, mais je ne peux pas dire quand même franchement que Poutine exerce une influence directe, parce qu'à ce moment-là, il y aurait réflexe quand même, comme ça se passe d'ailleurs actuellement, surtout dans la partie ouest de l'Ukraine, qui est beaucoup plus occidentale, entre guillemets, vous voyez, que la partie est. Donc, Poutine, il faut quand même qu'il y aille, comme sur les, surtout à l'heure actuelle, avec ces incidents qu'il y a et les Jeux olympiques qui sont en train pour la Russie, c'est quand même essentiel. Maintenant, évidemment, c'est l'Europe qui aussi n'a pas fait tout ce qu'il aurait fallu pour qu'après la fin de l'Union soviétique, l'Ukraine soit aidée beaucoup plus dans le sens démocratique. Juste rapidement, Toulouse et Kiev sont jumelés depuis 1975. Oui. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés en commun. Est-ce que vous, rapidement? Mais écoutez, bon, il y a eu des événements d'abord à l'époque soviétique. Le maire de Kiev venait, M. Bodis est allé aussi à Kiev. Et donc après la fin de l'Union soviétique, la mairie de Toulouse a aidé au point de vue à des réalisations administratives avec la mairie de Kiev, de façon à les mettre, disons, au courant des méthodes administratives d'une gestion moderne, et même des secrétaires généraux adjoints de la mairie de Toulouse ont passé de longs mois. Il y a eu aussi des rencontres et des visites parallèles dans le domaine de la justice. Des juges de Kiev sont venus et des juges de Toulouse ont été à Kiev. Et ça a permis aussi l'installation d'une cour d'appel à Kiev, par exemple, que c'était pas dans les normes soviétiques, les cours d'appel, ça n'existait pas, voilà. C'est un exemple. Et enfin, la justice, bon, elle est ce qu'elle est, bien sûr, maintenant, mais il y a les pressions aussi et tout. Alors, évidemment, c'est certainement loin d'être parfait, la justice, on peut se rendre compte. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Châtaigny. Voilà. Nous allons parler à présent OGM, Gabriel. Oui, en effet, ce lundi, le Sénat a rejeté la proposition de loi d'un député socialiste. Il s'agit d'Alain Fauconnier. Ce dernier proposait tout simplement d'interdire la mise en culture du maïs OGM, de tous les maïs OGM, j'entends. Le texte devrait être examiné en avril par l'Assemblée nationale. En attendant, la situation est pour le moins floue, notamment en Midi-Pyrénées, où les agriculteurs s'interrogent sur ce qu'ils doivent faire lors des prochains semis. Je vous le rappelle, notre région est particulièrement concernée par les pyrales, ces nuisibles qui s'attaquent au maïs. Marlène Canal. Jacques Beauville est agriculteur depuis près de 30 ans à Saubins, un peu avant Muret. Le maïs représente 50% de son activité. Il le cultive sur une centaine d'hectares et ces derniers temps, il lui est arrivé de trouver jusqu'à 33 chenilles de ce type sur un seul pied. Ce parasite, un cousin de la pyrale, ronge littéralement le pied de l'intérieur. Avec le maïs OGM Mont 810, il n'y en aurait selon lui pas un. C'est la fonction même de ce maïs. Alors, quand le moratoire a été suspendu, il a repris espoir. Avec l'arrêté d'interdiction que s'apprête à signer en urgence le gouvernement, il ne sait plus quoi faire à quelques semaines des premiers semis. Je vais regarder ce qui se fait, parce que je n'ai pas forcément envie de m'attirer les foudres de guerre de tout le monde, mais j'espère que nos ministres vont se réveiller et ne vont pas oser une fois de plus mettre quelque chose, se mettre en travers de la plus haute juridiction. Il me semble qu'en tant que ministre, ils devraient respecter la plus haute juridiction. C'est à eux de donner l'exemple. Donc 2 moratoires déjà cassés 2 fois.
du temps perdu, des chercheurs qui s'en vont à l'étranger, de l'économie qui s'en va. C'est quand même monstrueux. On n'a plus les moyens de perdre ces pans et de casser ces pans d'économie complets. Avant 2008, date du premier moratoire, Jacques Beauville a cultivé du maïs OGM pendant 3 ans. Depuis, il a tout arrêté et sa production a dégringolé. Il déplore entre 150 et 180 000 euros de pertes depuis 7 ans. Les OGM, les biotechnologies devraient être un outil à la disposition de ceux qui en ont besoin. Mon objet aujourd'hui n'est pas de défendre les OGM à tout prix, il est de dire si j'en ai besoin sur ma ferme, je les achète. De toute façon, la semence est plus chère, donc il faut que j'y trouve mon compte. Ce serait gagnant-gagnant pour moi d'acheter des semences OGM, parce que je sais que je vais avoir des quintaux en plus, des intrants en moins, du travail en moins, et un risque en moins pour moi qui ne vais pas avoir 2 ou 3 fois des bidons d'insecticides à mettre dans mon pulvérisateur. À la question des effets des OGM sur la santé, Jacques Beauville crie à l'hypocrisie. C'est une très grande injustice et une très grande discrimination, puisqu'en fait le Bacillus thuringiensis est autorisé en agriculture biologique et le même schéma de production dans un OGM avec le maïs BT nous est refusé. Donc je le ressens comme une injustice et une discrimination profonde. Autant je suis d'accord qu'il faut aider l'agriculture biologique, définir des règles qui sont très strictes d'ailleurs, les aider pour qu'ils puissent avancer et se convertir, autant nous on n'a pas à nous interdire quelque chose qui a été prouvé depuis très longtemps, ne fait rien ni à la santé ni à l'environnement. Et c'est bien cette question que la France va devoir régler et prouver que le Mont 810 présente un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement pour prendre une décision contraire au droit communautaire. Oui, Pôle emploi qui se lance dans une expérience en Midi-Pyrénées. Il s'agit tout simplement de recrutement sans CV. L'objectif est de lutter contre la discrimination à l'embauche. Les notions telles que l'âge, le physique ou encore le handicap n'apparaîtraient plus. Pour le demandeur d'emploi, il s'agit d'aller sur le site de Pôle emploi ou directement sur le www.sanscv.fr. Selon le poste à pourvoir, un questionnaire lui sera alors soumis. C'est à partir des réponses données que sera déterminé si le candidat peut être embauché ou non. Ce dispositif va être testé pendant 9 mois et s'il s'avère concluant, il sera généralisé à la France entière. On écoute Frédéric Toubeau, directeur régional de Pôle emploi, puis Catherine Guilbaudot, responsable de cette expérimentation. L'objectif que l'on met en place au niveau de notre région, c'est de donner la possibilité à des demandeurs d'emploi de passer la barrière du CV, d'avoir à disposition le fait de pouvoir avoir un entretien direct avec un recruteur sans obligatoirement être sélectionné à partir du CV. Aujourd'hui, on s'est fixé 1000 recrutements sur la région Midi-Pyrénées pour une centaine d'entreprises. Bien sûr, ce sont des métiers qui aujourd'hui peuvent avoir des difficultés en termes de recrutement. On les connaît, les services à la personne, on a aussi l'hôtellerie-restauration, mais aussi d'autres métiers qui pourraient apporter un plus sur le fait de recruter sans CV. En fait, ce qu'on imagine, comme on va aller chercher des candidats qui ne sont pas traditionnellement ou habituellement inscrits dans ces métiers-là, il est fort probable que derrière, il y ait une formation ou tout du moins une adaptation au poste de financier, parce qu'effectivement, on aura sans doute des profils atypiques. Et cette information pour terminer, Claude Nougaro ne viendra pas mettre en musique les buts du Toulouse Football Club. Le Nougat York, sa chanson, a en effet été coiffée au poteau par un tube des années 90. Il s'agit de Jump Around du groupe House of Pain. Le TFC avait lancé un sondage début janvier auprès des supporters internautes pour savoir sur quel titre ils souhaitaient célébrer les buts des Violets. Jump Around a recueilli 30,5% des voix contre 30,1% pour Nougat York. Bonne soirée à tous, bonne soirée Monsieur Châtaignier. Bonne soirée Gabriel. Bonne soirée Jérôme, bonne soirée Monsieur Châtaignier. Rendez-vous demain à 19h.